culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Messieurs et dames, bonjour, bienvenue à suivre cette émission Culture au féminin, votre émission qui travaille pour la promotion des talents et de l'art au féminin. Cette émission met en valeur les talents artistiques féminins, mais aussi brise des stéréotypes culturels qui peuvent limiter l'évolution et l'émancipation de la femme dans la région de Gralac, particulièrement dans la ville de Bukavu. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler de l'art et la cohésion sociale, l'islam féminin et la cohésion sociale. Nous avons devant nous Madame Grassa, Madame Fortuné Ragui. Madame, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, chers auditeurs, téléspectateurs de la chaîne culturelle Oiseau Média. Cette émission est une présentation de Gisèle Bachura que je suis avec Marie-Thérèse Tito. Marie-Thérèse Tito, bonjour. Bonjour Gisèle et merci. Bonjour Fortune. Bonjour. Et comme vous le savez déjà, nous allons parler de la place du slam féminin dans l'évolution, dans la participation de la cohésion sociale d'identité, avec notre slameuse Fortuné Iragui qui œuvre à Bukavu depuis 2021 dans deux collectifs évoluant au quartier Panzi, en commune d'Ibanda, dans la même ville bien sûr. Il y a les collectifs Yo Islam évoluant à Panzi et aussi les collectifs qui est nommé Café Slam, dont évolue Madame depuis environ 4 ans. Et comme bien évidemment nous sommes en train de parler de la place du slam féminin dans la cohésion sociale, Madame Grassa, c'est quoi cette place? Madame Fortunée. Madame Fortunée, voilà. En fait, la place de la femme et du slam, surtout du slam féminin, dans notre cohésion sociale est importante. On a notre identité qui est le parler, la transmission orale, et de ce fait, on le prend pour transmettre, cultiver nos valeurs, nos doutes et nous faire entendre. Moi, je suis africaine, on est africain, on n'est pas de la même région. Et la cohésion, c'est l'unité. Qu'on sache ce que vivent, ceux qui sont un peu loin de nous, et c'est avec de l'art qu'on peut le faire. Parce que je ne sais pas, il y a la technologie qui évolue, il y a tout qui évolue. Mais comment on peut sublimer cela? Comment on peut donner du sens, une image à ce qu'on fait? Je pense que c'est là où intervient l'art, surtout chez la femme. Parce que la femme, elle est au centre. La femme, c'est elle qui relie l'esprit et l'humain. Donc tout ce qui est humain et tout ce qui est spirituel. C'est dans son sang, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien l'idée, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors la femme, elle est là pour la compréhension, pour relier les deux entités et donner ce qu'il y a de plus mieux. Merci beaucoup, mademoiselle Fortuné Iragui. Mesdames et messieurs, avant de continuer, nous allons vous proposer un morceau de Madame Fortuné pour découvrir bien sûr ses talents, dénicher ses talents et savoir ce dont elle est capable avant de continuer avec notre thème du jour. Je suis de la lignée des sorcières, ces femmes persécutées pour avoir voulu reprendre le pouvoir sur leur corps et sur la terre. Je suis de la lignée des guérisseuses, celles qui réveillent les forces oubliées, qui soignent par simple volonté, elles enfantent par choix. Moi je suis de la lignée des magiciennes, leur menstru est en pacte avec les anciens. Elles vivent les cycles, elles écoutent les signes. Moi je suis de la lignée des ensorcelleuses. Elles honorent les éléments avec piété, ces appels par nature. Et leur noirceur n'est pas une ombre, mais un trône. Leur parole n'est pas sacrée, elle est fatale.
Moi je suis de la lignée des indomptés, celles qui ont des grimoires à la place des chaînes, celles qui marchent là où les dieux n'osent plus, indépendantes, fières, ces sorcières noires, mémoire de monde effacé. Je suis de la lignée des déesses oubliées, celles qui voient au-delà des voiles et des blessures. Elles ne suivent pas la lumière et la fabriquent. Le monde les appelle étranges, la terre, elle, les nomme filles. Moi je suis de la lignée des vipères, leur paix fait peur, car il connaît la guerre. Et vous savez moi je n'ai pas choisi cette lignée, je l'incarne. Notre savoir n'est pas écrit dans des livres sacrés, mais inscrit dans des gestes et transmis, dans les silences que la prière ne touche pas. Je suis la fille de celle que les tam-tam n'a jamais trahi. Je ne suis pas les dangers, je suis la vérité qu'on exorcise. Je ne suis pas la fin d'une lignée, mais son retour. Et ma simple présence est un acte de résistance. Je suis sorcière et ma lignée est une carte sur cette terre sans repère. Comme vous le voyez devant vous, nous sommes à Gisèle Bachur à la présentation avec Marie-Thérèse Tito. Bienvenue Marie-Thérèse, vous avez des questions à poser à Madame Fortuné. Merci encore une fois, Gisèle. En fait, nous parlons d'islam féminin. Est-ce que selon toi, l'islam est un espace de liberté et d'expression pour la femme? Bon, bien évidemment, ici, surtout à Bukavu, ce que vous voyez, on a des stéréotypes et des mœurs. Quand on voit une femme danser, il n'y a pas de liberté, il y a déjà des préjugés, il y a tout. Alors que l'islam, c'est un art réfléchi. On s'est dit qu'une femme qui réfléchit, une femme qui est capable de penser existe. Je pense donc je suis. Alors là, elle a plus une liberté d'exercer, de montrer ce qu'elle sait faire. Et dans notre communauté présentement, on a besoin de ces personnes influentes, surtout images féminines, pour qu'elles puissent lier ce qu'il y a, donc donner aux autres filles une image à suivre. Et c'est pour cela que l'art intervient chez les femmes, nous, chez les femmes surtout, parce qu'il y a beaucoup plus de filles slameuses dans tous les arts du Bukavu. Je pense que c'est cela plus la raison. Et y a-t-il des slameuses qui t'inspirent toi et pourquoi? Oui, il y a des slameuses qui m'inspirent. Si je viens d'abord ici, je dirais qu'il y a Grace Enel, elle m'inspire. Pourquoi? Parce elle fait du slam qui est plutôt réaliste et je dirais aussi du slam un peu révolutionnaire. Donc c'est quelqu'un qui sort dans le mood normal. C'est réaliste et ça parle du vrai. Et ça nous pousse aussi à travailler, à voir les choses différemment. À Paris, il y a aussi Amé, il n'est pas d'ici, je ne connais pas sa nationalité, je la suivais sur Facebook. Elle aussi, elle a des textes percutants. Oh, elle fait imaginer aussi et elle sait jongler les mots en fait. Ça donne du beau, de l'émotion et la joie. Okay. Et toi, personnellement, quelles sont tes sources d'inspiration? Mes inspirations, d'abord, si je peux les dire, d'abord les vécus. Dans tout ce que j'ai vu, je transmets de l'émotion. Si je suis dans la joie, je transmets la joie et tout. Et à part cela, je dirais qu'il y a aussi une sorte de révolution. Je suis aussi révolutionnaire. Mais tout ça est englobé dans le moi. Je suis plus panafricaniste et donc je peux dire que je le suis. C'est ce qui m'inspire beaucoup plus. Alors, tu aspires au changement à travers tes textes et comment tu penses les faire? En fait, on fait l'art pour des changements. Et pour cela, on doit avoir une image. D'abord, on doit transmettre, on doit vivre ce qu'on veut transmettre.
Si moi je vais changer, je me dis que les filles de Bukavu préfèrent, bon, il y a des vidéos, il y a des tendances TikTok et tout. Je me dis, moi je dois vivre d'abord ça. Puisqu'un artiste, c'est celui qui... C'est pas seulement parce qu'il dit qu'il influence, mais parce qu'il fait aussi. Donc d'abord je vais essayer de transmettre par ce que je fais. Et puis après, parce que j'ai dit aussi. On doit aussi savoir comment... On est des artistes, donc on est déjà au niveau des créations. On doit créer et chercher à créer ce que les gens veulent entendre, ce que les gens veulent vraiment. Et aussi partager ce que nous avons, du vécu, donner des sentiments et dire aussi ce que les gens savent mais ne savent pas dire. Donc on est leur bouche pour dire ce qu'ils ne savent pas vraiment dire. Depuis environ 4 ans, vous êtes dans l'islam. Alors, comment vous pouvez évaluer donc le changement que vous avez apporté quelque chose de concret que vous pouvez en tout cas expliquer depuis 4 ans. Absolument, oui, moi j'ai trouvé beaucoup plus de changements. J'ai dit que j'étais artiste islameuse, mais avant d'être islameuse, j'ai été bénévole, encadreuse des enfants. Et dans l'islam toujours? Oui, dans l'islam, donc dans les arts scéniques. Et là-bas, j'avais eu beaucoup des expériences, parce qu'on voit qu'il y a des enfants, ils sont des êtres innocents. Et puis ils suivent un modèle, ils ont besoin d'un modèle digne. Et puis quand on initie aux enfants cet art de parler, moi personnellement ça m'inspirait. Je voyais leur innocence, leur façon de voir les choses. Et ça m'a permis encore de beaucoup plus écrire, de beaucoup plus booster ce que moi je sais, puisqu'il y a l'art. Bon, moi je dirais que le parler c'est d'abord un talent inné. Bon, ça vient naturellement. Mais alors, il faut bosser pour savoir aussi transmettre ce que les gens veulent entendre. On ne fait pas l'art pour soi, mais pour les autres. Alors, comment tu peux expliquer tes réussites, donc tes résultats, après avoir encadré les enfants, comme tu peux toujours aussi pour les grandes personnes. Alors, tu as des témoignages où certaines personnes ont dit que voilà, j'ai été inspirée de Fortuné et Ragui et qu'actuellement, je fais quelque chose de bon. Donc, soit tu as constaté les changements au sein de ta communauté à travers tes textes de sensibilisation. Bon, parce que déjà, je suis à Panzi. Et là-bas, il n'y a pas plus d'islameuses, mais il y a plus d'islameurs que d'islameuses. J'ai formé des enfants, bon, et des jeunes aussi, pas seulement des enfants. On a fait beaucoup d'années ensemble en train de bosser. Et ils disent qu'ils ont évolué. Mais pour moi, personnellement, je vois qu'ils évoluent. On développe déjà une réflexion plus aiguë. On commence à être beaucoup plus apte à réfléchir, puisque l'islam, les arts de la parole, ça booste la réflexion. On voit déjà des jeunes réfléchis, c'est ce qui est plus important. On trouve des jeunes éveillés. Et puis quand on a parlé aussi de la révolution, on va le recadrer un peu. Et pas dire juste la révolution, révolter. On doit faire d'abord l'art pour le changement, comme je l'ai dit. Je cherche un mot qu'on appelle comment... Bon, je vais le trouver après. Mais d'abord, et aussi véhiculer notre culture, parce que la culture africaine, elle est en train d'être oubliée. Mais quand on arrive là où je forme, là où moi je me vois former, je trouve que c'est déjà, on ne copie plus chez les blancs, chez tout. On dit que l'art c'est pour les autres, on doit faire comme eux. Mais non, on fait ce que nous savons faire, ce que nous vivons, notre identité et notre originalité. Donc votre travail revient dans l'identité africaine. Oui, dans l'identité. Notre identité africaine, bougavienne, congolaise. Alors, quels sont les thèmes que tu proposes, en tout cas pour la vulgarisation de nos identités africaines? Bon, on doit d'abord parler de nous, de ce que nous vivons, pas de nous, de ce que les gens veulent entendre. En tout cas, déjà, si on t'invite maintenant à RFI ou à d'autres médias internationaux pour la promotion de la culture locale, donc la culture africaine, bien sûr. Alors, quel est le thème que tu as déjà préparé, qui peut te permettre de convaincre la communauté, afin de voir que Madame Fortuné est en train de travailler pour l'image des Africains et aussi la vulgarisation de l'identité africaine. Bon, j'avais un projet déjà qui était en cours, ça s'appelait Madame Kidjassi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le nom Djassi en français, vous savez ce que ça signifie? Ok, brave, courageuse et tout. Ouais, alors là, on travaille, on s'est dit,
quand on parle d'abord le nom, ça signifie déjà ce que nous savons. Et chez nous, en Afrique, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la parité? Non, on voit des femmes travailler depuis toujours. Moi, personnellement, je connais ma mère qui travaille depuis toujours. Et je me dis, pourquoi ne pas parler de ça? Pourquoi commencer à crier chaque le 8 mars, c'est parité, parité, alors qu'on sait qu'on a des femmes qui travaillent. On doit exploiter cela, dire que non, voilà, nous avons des femmes qui travaillent depuis toujours. Alors, on doit juste vulgariser cela, que ça soit normal et qu'on n'essaie plus de voir, de faire souvent ce que les autres font pour être à leur niveau, mais faire ce que nous avons et aussi faire du mieux. À part cela aussi, on avait parlé aussi de nos cheveux crépus. C'était dans les arts du slam. On essayait aussi de valoriser. Ouais, une sensibilisation, de valoriser nos cheveux. Qu'on fasse une session slam avec des cheveux naturels, que tous les hommes, que toutes les femmes se sentent dans leur peau, dans leur juste milieu, qui se sentent bien avec leur nature, leur originalité, sans complexe et sans tout, qu'on soit des artistes pour promouvoir ce que nous avons et pas vraiment vouloir juste ce que les autres font. Voilà. Et quand vous êtes dans la promotion de l'identité africaine, alors y a-t-il des stéréotypes liés à la culture qui brisent ou soit qui limitent la femme islamique à Bukavu? Oui, naturellement, dans nos stéréotypes, je ne sais pas si c'est vérifié. On nous dit souvent que la femme n'a pas droit à la parole devant le public. Ouais, ça arrive, on nous le répète souvent, mais moi je pense que déjà ça commence à aller, puisqu'on nous voit déjà. Au fait, c'est ça, l'art, ça nous donne cette possibilité de nous mettre devant les gens et de parler. On va nous mettre dans la catégorie artiste et ça va se comprendre. Mais on milite aussi sur ça, qu'on trouve des gens qui puissent parler devant les gens sans complexe. Parce que chez moi j'ai essayé d'aller plus que ça. Un peu un grand au-dessus, mais il y a d'autres artistes et femmes. Il y a des fois des scènes où ils ne peuvent plus y aller. Je ne peux pas prester devant son père, des trucs pareils. Alors ça limite un peu. Mais je pense que ce serait mieux qu'on puisse donner tout en chacun. Qu'on sort ces stéréotypes chez nous et qu'on se sente libre de parler. Et quand on parle de la cohésion sociale, la femme, l'islam féminin et la cohésion sociale, comment penses-tu que l'islam peut rassembler les gens au-delà des différences sociales, différences générationnelles? Je ne sais pas si tu as compris la question. Oui, j'ai compris, j'essaie un peu de réfléchir. En fait, l'art relie les gens, c'est d'abord les buts. Si l'art ne réunit pas les gens, c'est que c'est pas de l'art. C'est une division organisée juste. Alors moi, je pense que d'abord l'islam que j'ai fait va au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà même des ethnies. Chez nous, il y a des ethnies, il y a tout. Mais quand on parle de chez nous, on parle de Bukavu, on parle de l'Afrique, on parle du monde. Et je pense que dans l'art, on ne doit pas prendre parti, mais on doit juste être humain. C'est de là qu'on doit commencer et promouvoir la cohésion. Et moi, je pense que c'est comme ça que moi, je travaille, parce que moi, je n'ai pas de parti pris. En tant qu'humain, je parle comme la femme qui donne la vie et elle sait vraiment la valeur. Alors, on ne doit pas prendre parti de ça ou de ça, mais connaître la valeur principale de la vie et essayer de transmettre la valeur primordiale. Tu nous as parlé des encadrements. Tu as dit que tu encadrais les jeunes, les enfants. Maintenant, quel est le rôle du slam dans les quartiers, dans votre quartier, le rôle que joue l'islam dans les quartiers, dans les écoles où ces jeunes slameurs vivent, ou les écoles où ils fréquentent, quel est le rôle de ces slams? D'abord l'islam, c'est un espace et quand on encadre ces jeunes, c'est pour qu'ils puissent aussi savoir exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que, premièrement, d'abord, on est dans une région qui est en conflit
Il y a aussi des perturbations, des traumatismes en vie avec ces genres de jeunes. Alors, ils doivent trouver un espace. Puisque quand on parle, on se libère. Ils doivent trouver un espace pour se libérer, parler ce qu'ils ont. C'est d'abord le premier rôle. Le deuxième rôle que je peux dire dans des écoles, c'est pour donner aux jeunes cette confiance de pouvoir parler, de pouvoir penser par eux-mêmes et de pouvoir faire plus grand qu'est-ce qu'ils sont déjà. Qu'ils commencent à rêver grand en fait. Et toi, personnellement, tu as déjà vécu un moment où ton slam a permis de créer des dialogues ou des discussions dans la salle, dans les quartiers, dans... je sais pas. Surtout dans la sensibilisation pour la cohésion sociale. Effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'était à Panzi, dans notre collectif. Et puis, quand on fait du slam, ça doit être là, ça doit être question d'échange. Et là, quand on discute sur soi ou sur quelqu'un d'autre, on trouve que c'est déjà, ça évolue. On est déjà dans un mental où on peut faire mieux. On ne doit plus seulement chercher les icônes ailleurs. On doit quand même créer aussi nos icônes. Et quand on discute de quelqu'un comme ça donne aussi de l'ampleur, du sens sur ce que nous faisons et c'est plus joli comme ça. Par rapport à ma question qui parlait bien sûr d'identités africaines, je suis restée à ma soif quand il m'a dit qu'on ne doit pas copier les blancs ou d'autres cultures, laisser notre culture africaine. Tu as soulevé un point qui disait que la femme ne devrait pas se mettre debout devant les gens. Pendant que c'est ce que tu fais, pourtant tu es censé, c'est ce que tu as dit bien sûr, que tu es là pour la promotion de la culture africaine. Alors, c'est pas une nuance, c'est pas une nuance déjà. Donc tu as fait quelque chose puis tu le fais. Bah non. J'ai dit qu'on présuppose que c'est dans la culture africaine. Mais ce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais poser si c'est vrai ou pas. Que la femme ne devrait pas se mettre debout. Non, c'est pas clair jusque-là. Maintenant, vous êtes venu puiser la culture ou soit vous êtes en train d'améliorer ou corriger peut-être la culture. Je ne corrige pas la culture, je comprends la culture autrement. Quand on met la femme, on place la femme devant les gens. En fait, on est d'abord dans un système patriarcal après la colonisation. On doit d'abord revenir un peu sur notre culture pour comprendre ce que nous sommes. Le patriarcat, ça veut dire un système où les pères et les chefs suprêmes. Exact. Mais avant de la colonisation, et même on peut les voir dans certaines régions ici au Congo, du système matriarcal. Et si on prend les systèmes matriarcaux, on comprend directement que chez nous en Afrique d'abord, c'est la femme qui est mère, en fait. Si je peux expliciter un peu, je pense que vous connaissez nos dialectes d'ici. Ah oui. Ouais, il y a l'endroit où on dit Nyama, c'est maman, Mamachi. Il y a Nyasa, Kinaka. Ouais, tu vois, il y a le préfixe Nya. Et quand on prend aussi les dieux, on dit Nyanya en haut, on dit Nyamuzinga, tu vois encore les Nya. Alors, quand on prend les systèmes patriarcaux là-bas, c'est pas un système africain. En fait, c'est un système qu'on nous a importé, on nous a imposé ces systèmes et puis on les fait nôtres maintenant. Mais en vrai, ce qui est des vrais, nous, les femmes ont toujours eu droit à la parole. Et puis on doit d'abord comprendre d'où ça vient pour comprendre où est-ce que nous allons, comprendre la culture en fait. Et là, tu comprends de ta manière. Bon, moi je comprends parce que j'ai posé des questions. C'est par rapport à Nya, donc là tu dis que c'est maman, donc maman devrait être au centre. C'est pas que maman devait être au centre, elle a toujours été au centre. Puisque dans notre culture, moi, c'est ce que mon grand-père m'avait dit, la femme en fait, c'est la créature qui intercède entre les esprits et ce qui est humain. Donc quand tu vois un enfant entrer dans les ventres, avant d'être cher, il reçoit d'abord l'esprit. Et tout ça se passe dans la matrice de la femme, si je peux le dire. Alors on doit bien comprendre la culture, dans notre culture africaine, la femme a toujours eu la parole. On doit juste essayer de faire, moi j'appelle à tous les gens, femmes et hommes, de rester chez nous, de comprendre ce que nous avons pour aller plus loin. Puisqu'on a déjà beaucoup copié, il y a le système patriarcal qui est là, ça revient. Mais c'est quoi le système matriarcal et pourquoi il y a d'abord des résidus ici chez nous? Il n'y a pas de parité en Afrique, il n'y a pas de système, on va dire, très très patriarcal. Et puis, quand la femme parle, même on les dit aussi, on les dit souvent, quand la femme parle, c'est toute une nation qui s'était. Et puis, ce sont dans nos coutumes, on entend ces adages revenir et revenir. Est-ce que c'est respecté chez nous? Non.
Moi, jusque-là, non, je ne suis pas trop respectée. Alors, on peut savoir les noms des mamans qui s'appellent comment? Maman, elle s'appelle Vumilia Ngalia Sylvie. Et là, donc, tu es là qui Vumilia, c'est ça? Moi, je suis née dans un système patriarcal, je suis Voilà. mouchée, mais je voulais aussi, bon, c'est pourquoi on y discutait, je n'ai pas posé la question à mon père, j'ai posé à mon grand-grand-père. Bon, pour essayer de comprendre en fait, puisqu'il y a qui était une toujours question copine. patriarcat aussi. Ouais, elle était, bon, on était question pendant, mais elle m'a dit alors avant, comment ça s'est passé en fait. Moi, je pense que c'est pour lui, c'était une manière de valoriser aussi la femme parce qu'en tout cas, la femme fait un travail d'étudiant dans la communauté, mais malheureusement qui est négligé par certains. Alors, c'est une façon de valoriser la femme, mais tout en sachant que nous sommes dans les patriarcats. Et nos coutumes, en tout cas, les prouvent. Et puis moi, je suis un peu émue de voir qu'un grand-père peut donner à la femme cette place. Puisque j'en dis souvent que ce sont nos arrière-grands-pères qui ont discriminé les femmes et c'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la femme est discriminée. Bon, en fait, moi, ce qu'on m'avait dit, la femme en Afrique n'a jamais été discriminée. En fait, ça s'est passé en Europe. Avec ils ont fait des marches, je ne sais pas moi quoi. Alors, je lui avais posé la question, je ne sais pas si on a droit de parler de ça. Ouais. Alors, je lui avais posé la question, alors pourquoi on discrimine? Tu vois, le Jésus d'une poule, La femme comment on pas va ça? Il m'a dit non, il faut d'abord savoir, puisqu'on ne sépare pas un texte, c'est du contexte. Alors qu'il m'avait parlé, il m'avait dit, tu vois que c'est dans les geysers où se trouvent tous les saletés, les sables et tout. Alors la femme est un être sacré. Chez nous, elle était un être sacré, on ne pouvait pas manger tout ce qui était sale. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc j'ai compris que déjà dans notre culture, on a toujours valorisé la femme. En tout cas, ça c'est... C'était pas sa manière. En fait, on a déjà eu une coupure. Pourquoi on nous a séparés? On n'a jamais vraiment discriminé la femme chez nous. La femme, elle a toujours eu un pouvoir. Dans la communauté. Cette jeune fille, en tout cas, je trouve que la femme n'a jamais été discriminée. Mais bon, dans la communauté, alors maintenant, là, aujourd'hui, on trouve que tout a été mêlé. On ne sait plus la place de qui fait quoi et tout. Mais quand même, on espère qu'on doit d'abord trouver la solution à cela, trouver ce qui est mieux pour nous et ranger les choses, en fait. On va dire dans un système patriarcal, on ne peut plus l'éliminer comme ça, mais quand même trouver la place à la femme, trouver la place à l'homme et faire ce que nous devons faire. C'est juste ça. Et toi, tu penses que l'islam peut contribuer à arranger les choses comme tu viens de le dire? Absolument, puisque c'est la parole qui est le pouvoir. Si on te donne la parole, tu as un certain pouvoir. Alors, on doit prendre cette parole et la façonner pour qu'elle range les choses. Parce qu'avant que toute chose soit, elle a été pensée, puis parole. Avant d'être action, ça se passe d'abord en parole. Et on doit parler, on doit exprimer ce que nous avons à dire. On doit façonner et trouver les timbres et les émotions justes et transmettre par l'islam, évidemment. En cette période de crise, on a en tout cas besoin de la force de la parole pour l'espoir et aussi la cohésion, comme on est en train de le traduire dans cette émission Culture au féminin, qui parle du place du slam au féminin et l'art et la cohésion sociale en période de crise. En tout cas, nous avons besoin de vous. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour nous redonner cette sourire, pour nous redonner ce sourire, bien sûr, et pour nous redonner l'espoir de voir que dans le jour à venir, peut-être, on va toujours vivre comme avant. Des mécanismes qui sont actuellement en cours, mis en place pour nous permettre en tout cas d'être beaucoup plus résilientes. La résilience. On se pose tous la question de savoir si on est résilient ou pas. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on doit d'abord parler, extérioriser ce qu'on ressent. C'est le premier pas vers la résilience. Et en tant qu'artiste de la parole, je dirais que le mécanisme qui est en place, c'est donner à toute personne cette place de parler, d'exprimer ce qu'il ressent, que ce soit par des cris, par des pleurs, mais quand même qu'elle puisse s'exprimer d'abord. C'est le premier pas vers la guérison. Actuellement, vous avez ces programmes? Nous avons ces programmes chaque mardi, en tout cas. On fait des micro-baladeurs, on pose dans des des questions et tout, comment ils vivent la situation. Et qu'on donne juste, qu'on se tourne comme on les faisait depuis toujours, qu'on se parle, parce qu'on est une unité avant d'être personnel.
Et vous leur donnez aussi les propositions, donc la façon de vivre pour être beaucoup plus résilient. Bon, on n'a pas à donner... Des formes de détraumatisation, par exemple, parce que c'est le travail d'un artiste. Bon, non, on ne peut pas détraumatiser, on leur juste donne quelque chose pour les apaiser. De paroles, le notre temps et tout. Et je pense que ça peut apaiser. Et puis on a aussi des espaces, ce qu'on appelle des sessions slam, où on invite les gens à partager. Ça se passe toujours à Panzi, au resto de l'UIA, souvent. Et là, on les invite à partager. On partage autour d'un thématique. C'est d'un thème. L'entrée est libre, soit il y a des conditions. Bon, souvent, l'entrée a toujours été libre. Souvent. Puisqu'on fait des Noëls à l'africaine. Là, on fait des Noëls de notre façon à nous. Et puis après, c'est là, on essaie juste de voir comment les gens peuvent se sentir chez eux, même malgré cette situation, malgré tout ce qu'ils traversent, mais qu'ils puissent se sentir. Et l'entrée a toujours été libre. Et puis, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Bon, on a toujours été bénévole. Moi, personnellement, je suis bénévole depuis 2021. Donc... Depuis 4 ans? Oui, depuis 4 ans déjà. Tu n'as rien gagné dans l'islam? Bon, l'islam n'est pas bénévole, mais moi, personnellement, je suis à Cocorico. C'est une ASBL en tant que bénévole. Et donc, j'œuvre souvent dans ces cadres-là, j'encadre les enfants en tant que bénévole et tout. Donc, notre but premier n'est pas le gain, mais savoir qu'on contribue aussi à notre société. L'art, c'est pas seulement pour l'argent, l'art, c'est juste pour quelque chose de plus grand que ça, l'humanité et tout. Alors, les moyens, les frais d'organisation, comment vous y tenez? Les frais d'organisation, on s'est débrouillé, on est toujours africains, on sait se débrouiller. Bon, souvent on se cotise. Souvent, s'il y a des gens de bonne volonté qui vont nous prêter, il y en a qui sont là, alors on les fait avec le moyen qu'on a. Et s'il n'y a pas de moyen, on peut les faire même à l'air libre comme ça, autour du feu et tout, mais quand même on essaie de faire quelque chose. Alors, ces efforts fournis, vous pensez que ça peut aboutir à quoi dans l'avenir? Bon. Parce qu'on sait que vous êtes en train de construire quelque chose. Ouais, on sait que ça va aboutir à quelque chose de plus grand. C'est quoi alors? Jusque-là, on n'a pas des idées qui sont arrêtées, mais on sait déjà que chez nous, ici à Bukavu, il y aura des artistes, il y aura des noms qui parlent pas seulement de l'Afrique, mais aussi de l'art. Il y a déjà une identité artistique ici chez nous, et on sait que ça va arriver. Parce que jusque-là, il y a des artistes, mais qui ne sont pas jusque-là répertoriés. On ne sait pas vraiment quels sont les artistes d'ici. Et aussi, on doit avoir des jeunes réfléchis. Parce que jusque-là, on a encore beaucoup de travers qu'on vit. Et on veut une communauté qui réfléchit, qui ont des idées qui sont vraiment claires. Et c'est ce qu'on essaie de faire. D'avoir une communauté des jeunes qui savent réfléchir, qui savent donner des idées et qui savent impacter en fait. Mademoiselle Fortuné Rali, tu as dit qu'à Panzi, il y a plus de femmes là. Dans la carrière d'islam, il y a plus de femmes qui les ont. Bon, à Panzi, non. Je ne sais pas de l'autre côté. Parce que tu m'as dit que tu as trouvé beaucoup plus d'islameurs que d'islameurs. Ouais, dans la ville de Bukavu, sûrement. Mais à Panzi, la majorité, ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes. Ce sont des femmes ou des hommes? Des femmes, oui. Des femmes, alors. Pourquoi les femmes viennent en tout cas commencer à se lancer dans la carrière du slam? Pourtant, il y a plusieurs disciplines artistiques à Bukavu. Bon, je l'ai souligné au début. J'avais dit qu'il y avait des danses. Il y a la danse ici à Bukavu, mais elle est stéréotypée. On ne la voit pas des bonnets. Une femme qui danse, on dit qu'elle est, je ne sais pas quoi. Il y a déjà des préjugés. Pour le dessin, je ne sais pas pour les autres, même pour la musique aussi, on dit déjà qu'ils prennent des stimulants, des gens d'ici qui... Alors moi je trouve que le slam, c'est un art réfléchi, un art de la poésie juste, qui consiste à parler, et quand une femme se sent comme ça, elle est déjà quelqu'un qui réfléchit, on a besoin de femmes qui réfléchissent, quelqu'un qui est capable de parler. Bon, moi j'ai pas dit qu'ils ne réfléchissent pas, mais moi, selon ma perception. Parce qu'il y a des slameuses qui écrivent aussi des scripts, donc c'est beaucoup plus l'écriture et la parole sur l'islam. Moi je trouve que, et puis les cinéastes, ça donne encore beaucoup de trucs. Alors je trouve que juste que la femme,
Elle se sent plus acceptée dans l'islam que dans les autres domaines. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas des idées préconçues. Elle est libre de parler. C'est une discipline qu'on lui enlève de foi, de parler en public, alors elle se sent un peu libre. Et là, je suis en train de comprendre que la forte présence des femmes dans l'islam est expliquée par les stéréotypes qui existent dans d'autres disciplines ici au niveau local. Bon, il y a ça aussi, il y a ça, et il y a aussi... J'ai pas fini ma question. Alors, je voulais savoir, l'islam, c'est une passion ou bien parce que, bon, tu dis, il y a moins de risques ici, je me lance. C'est une passion, il faut du talent ou bien juste pour faire les risques dans d'autres disciplines artistiques. Bon, moi, personnellement, d'abord, je suis électricienne de formation. Et à part ça, alors je fais du slam. Vous allez comprendre que l'islam, c'est d'abord une passion. Parce que c'est pas un moyen de survie pour moi, c'est pas un moyen du tout. Alors quand je fais du slam, c'est beaucoup plus de la passion, du talent. Je donne mon énergie, mon temps et tout ce que j'ai de meilleur à donner dans l'art, dans l'islam. Alors je ne dirais pas que moi je l'ai fait parce que j'avais des préférences dans... Bon, j'ai pas eu d'opportunités dans les autres domaines, non. J'ai juste voulu les faire parce que depuis toujours, j'ai toujours aimé les arts de la parole, les faits de l'éloquence et tout. Bon. Et puis en tant que femme, tu as dit que dans l'islam, tu es bénévole depuis 4 ans. Alors, comment tu parviens à satisfaire tes besoins personnels? Bon, l'islam étant une passion et des sources de revenus ailleurs. Je travaille à la SNEN, je suis donc électricienne de formation et de carrière. Donc je suis professionnelle en électricité. On peut confirmer que la femme ne peut pas vivre d'islam à Bukavu? Bon, on peut confirmer que d'abord l'islam, tout art à Bukavu, on ne peut pas vivre avec jusque-là. On n'a pas encore de certitudes, mais on pense que ça va arriver puisque déjà il y a... On est en train de faire de vagues et tout. On s'est dit que déjà on commence. Le problème qu'il y avait là-bas, c'est qu'on ne créditait pas en fait l'art. On trouve l'art comme un passe-temps, quelque chose à faire quand on est encore jeune et chaud. Et c'est ce qui continue actuellement? Bon, moi je trouve alors que les gens commencent à être conscients que l'art aussi a de la valeur. Pour avoir un peuple, il faut avoir une culture. Et pour que la culture survive, il faut qu'on parle de cette culture. Et c'est alors que les artistes interviennent. Parce que maintenant, là, puisqu'on connaît la France, c'est par rapport à ces artistes et le Moyen-Âge, je ne sais pas moi quoi. Et alors là, maintenant, on a déjà un cercle des artistes. Et là, on peut déjà dire qu'on a déjà quelque chose, qu'on a déjà fait quelque chose. On a déjà travaillé pour cela. Et que ça commence à aller déjà. Mais jusque-là, on ne peut pas vivre seulement de l'art ici à Bukavu. Donc on ne sait pas faire d'islam ou de l'art son métier? On peut faire alors comme ça, qu'on soit professionnel en fait. Parce que moi je vois déjà des gens qui sont en train de les faire, de faire tout pour que les arts soient professionnels. Et ça commence déjà à donner, puisqu'il y a des gens qui donnent déjà du crédit à l'art à Bukavu. Et moi je trouve que maintenant c'est déjà, donc dans 5 ans, ça va être encore beaucoup plus mieux que maintenant, beaucoup plus mieux, parce qu'on commencera même à payer pour voir de l'art. Ouais, et puis, pour toi, quelles sont tes perspectives par rapport à au slam? Mes perspectives par rapport au slam. Ah, ça c'est une question difficile. Comment ça? C'est-à-dire qu'il faut que dans les 5 ans qui suivent, que l'islam te fait, que tu vives de ton slam. Ouais. Bon alors, mes perspectives en tant qu'islameuse, donc dans les années prochaines, c'est pouvoir faire de ma vie un art, faire juste du slam, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est plus facile en fait. Au lieu de combiner les deux professions et combiner les tout. Moi je trouve que dans les années futures, que je puisse... La semaine. Oh, Parce que quand on fait une chose, on le fait très bien. Moi, je peux combiner les deux. Faire l'industrie et l'art, tout peut aller ensemble si on cherche une ligne directive. Pour cela, moi, je dirais que bientôt, dans les perspectives, je peux aussi être capable de faire aussi
des séances, créer alors comment on peut les dire, un espace pour les jeunes artistes et qu'on ne puisse plus faire de l'art juste pour passer, mais qu'on ait des fonds, qu'on ait tout, qu'on ait quelque chose de base. Quelles sont les stratégies préétablies pour y arriver? C'est ça. Les stratégies. En fait, d'abord, là, présentement, on est en train de travailler sur des projets. On espère que ces projets vont aboutir, ils sont nombreux. Je vous avais dit, pour la femme brave, on travaille sur ça. Moi, personnellement, je travaille sur des projets et je pense que si ces projets aboutissent, il y aura déjà une base de données, pas seulement pour moi en tant qu'artiste, mais pour tous les artistes. C'est beaucoup plus de pensées, parce que je travaille avec les artistes et des pensées. Donner de l'espace à tout le monde et faire de l'art. Une passion, pas seulement une passion, mais aussi un moyen de vivre aisé et sans beaucoup plus demander encore des aides extérieures, mais commencer à nous satisfaire de tout, ici localement. Alors, est-ce qu'on peut un peu déguster de ton art? On peut déguster un peu avant de finir, de clôturer avec la question qui sera un message lancé aux autres slameurs. Comment ils doivent s'y prendre pour contribuer à la cohésion sociale en période de crise. Vous savez, au-delà des rumeurs et des rues qui s'émeurent, au-delà de tout jugement et de tout feignement de joie, au-delà de toute mascarade et toutes ces charades faites de loi, au-delà de tout luxe, une vraie vie fixe et mixte. Tu sais, bienvenue chez ma grand-mère pour goûter à cette vie en caramel. Là où nous nous promenons en boubou et en babouche, rien n'est tabou. Les parents doivent souffler, nous sentons la finesse du bambou et cohabitons même avec les hiboux. Là où nos ustensiles sont faits debout, là où nous consultons sans peur d'être jugés le marabout. Bienvenue chez mon babou pour danser à ces tam-tam du dimanche, cadencer nos hanches en son rythme, une vraie avalanche de joie, là où les cravates et les costumes n'ont pas de poids, là où chacun est bureaucrate chez soi, là où la nature est maître et nous apprend chaque jour ses leçons, là où la vie est naturelle et sans contrefaçon. C'est juste là, au-delà des rumeurs et des rues qui s'émeurent, au-delà de tout jugement et de tout feignement de joie, au-delà de toute mascarade et toutes ces charades faites de loi, au-delà de tout luxe, une vraie vie fixe et mixte. Bienvenue dans mon petit village, pour apprendre la sagesse par des petits adages, pour y trouver la sensation d'une vraie existence, pour méditer et trouver la vraie croyance. Là où nous nous sentons vivants après une longue journée au soleil, là où chaque goutte des sueurs est une merveille, une fierté fêtée qui n'a pas de pareil. Je t'invite, viens contempler la beauté vespérale, viens goûter à nos poissons matinales, viens admirer la verdure pure, viens témoigner comment la tendresse chez nous est dure. Merci. Merci. Merci beaucoup, Grace. Et c'est ton problème, c'est où déjà? Avec une belle présentation improvisée, mais comment tu m'es passé les raisons? Les raisons, je suis, mais bon, les technologies, ça me dépasse un peu. Mais comment tu fais pour te vendre? Oh, des contacts, juste WhatsApp, mais bon. J'essaie de m'améliorer en fait. Tu peux essayer de t'améliorer parce qu'on peut le dire actuellement que ce sont les réseaux qui vendent les artistes. Assurément. Tu aurais besoin de contacter Fortuné et Ragui, mais par contre, il n'est pas disponible sur les réseaux. C'est compliqué. Alors je pense que c'est une bonne manière. Si tu devrais slammer un mot pour décrire ton engagement, Quels seraient ces mots? Quels seraient-ils ces mots? Là, on veut savoir tes engagements vis-à-vis de Oui. cela. Un mot pour décrire ton engagement. Juste en un mot. Oui, en un mot. En un mot, pour décrire mon engagement, je dirais passion. Pourquoi? Puisque c'est dans la passion que tout se passe. On donne tout quand on est passionné de quelque chose. On donne son temps, son énergie, sa force vitale. On donne tout.
pour la passion. Et moi, c'est ce que j'ai dit, quand on est passionné, on peut même déplacer les montagnes pour faire ce qu'on veut. Alors, j'ai démontré aussi à toute personne d'être passionnée. Parce que dans les faits de la passion, on peut tout réaliser aussi. Alors, un message pour que l'islam contribue beaucoup plus dans la cohésion sociale en cette période de crise à l'est de la RDC. Bon, moi, je dirais bien que les artistes, d'abord, puissent ne pas baisser les bras puisqu'on est dans une situation de crise et c'est dire, bon, par peur, je pense, on a beaucoup plus peur, par peur d'avoir des répercussions et de continuer de parler, de continuer de donner tout ce qu'ils ont, puisque c'est maintenant que les arts interviennent vraiment dans des situations précaires. On doit aussi travailler, on doit donner tout ce qu'on a, puisque même si on ne sera plus là demain, il y a nos œuvres qui vont perdurer et j'espère qu'ils vont m'entendre. Un message particulier à la communauté. Pour la communauté, je leur dirais de tenir, puisque il y a la résilience qui est là, il y a encore de l'espoir. On est là pour vous les redonner. Si la flamme vacille, on va encore la faire vibrer plus haut. Alors je leur dirais de tenir fort, d'être engagés dans la lutte et aussi d'être là pour nous, puisque nous sommes aussi là pour eux. Voilà. Merci beaucoup Fortuné Iragui. Merci également à tous les auditeurs, spectateurs de la chaîne culturelle de l'émission Culture féminine qui promet les valeurs culturelles de la femme, mais aussi les talents et compétences féminines. La présentation aujourd'hui était de Gisèle Bachura, une co-présentation de Gisèle Bachura et Marie-Thérèse Tito. Nous avons reçu mademoiselle Fortuné Iragui qui nous a parlé de la place du slam féminin dans la cohésion sociale, surtout en période de crise. Merci beaucoup pour votre attention et bonne chute des programmes à la chaîne culturelle. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de